La maison relais pension de famille Anne-Marie Blaise, ouverte en 1998, dispose de 14 logements privatifs et s'intègre dans un immeuble de 18 logements dans un quartier populaire dans le 18e arrondissement de Paris. Elle s'adresse à des hommes ou des femmes isolées de plus de 50 ans ayant connu la rue, l'exclusion et l'abandon durant de nombreuses années. La plupart souffrent de pathologies graves pour lesquelles il n'existe à ce jour aucune prise en charge. Ces personnes accueillies bénéficient d'un accompagnement individualisé et personnalisé et contribuent au fonctionnement quotidien de l'espace semi-collectif. C'est la première maison pension de famille qui a été mis en place en France, en région parisienne, et donc à l'initiative des petits frères. Une volonté associative très forte à ce moment-là, donc en 1998. Ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Et avant, j'allais dans des foyers, d'un foyer d'un autre, une semaine ici, une semaine là. Donc ça me fait plaisir d'avoir trouvé cet endroit ici. Ça fait 11 ans que je suis dans la maison et je suis très contente. Je n'ai pas à me plaindre de trop. Ça fait à peu près 10 ans que je suis avec Petit Frère des Pauvres. Crimée, Pyrénées, et Saint-Ambroise, etc., etc. Ça fait 1 an, je suis le dernier arrivé dans la résidence. Tout se passe bien. Moi, c'est parce que j'ai perdu mon appartement, enfin plusieurs appartements, quoi, et on m'a fait connaître les petits frères. Donc j'ai vécu dans des hôtels. Et après, on m'a dirigé ici. Je suis là depuis 10 ans maintenant. Je me sens bien. Les résidents, ils considèrent ici qu'ils sont chez eux. C'est leur logement. Et que accéder à ce logement, ça a été un parcours du combattant. Ah oui, avant c'était dur. Bon, je remercie tous mes voisins. Ils sont gentils avec moi. On a rigolé ici. On est tous sont bien ici. Question de l'ambiance, on est mieux ici. Hein. Puis on a cette liberté, comme disaient Jean et Christiane et tout le monde, on peut recevoir qui on veut. C'est très important. Même si je ne le fais pas, mais on sait qu'on peut le faire. On sait bien. Ils ont quand même la restauration d'une dignité en tant que personne. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet espace privatif pour pouvoir le faire. Et évidemment, ça va favoriser les liens. La résidence sur Baudelaire est située dans le quartier de Solor à Saint-Étienne. Cette structure fait partie de l'association ACARS, l'association communautaire d'action et de recherche sociale. C'est une résidence accueillant dans des logements répartis sur une barre d'immeubles 20 personnes atteintes de pathologies psychiatriques. Alors sur la structure elle-même, elle répond visiblement elle répond à un besoin, compte tenu qu'elle est pleine. Je veux dire, les appartements sont tous occupés, on avait 15 places, on est passé à 20 places récemment. On a plutôt de bons retours, c'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, même si on a des parcours, effectivement, que ce n'est pas nécessairement linéaire pour les personnes, on a quand même une stabilité, si vous voulez, on arrive à avoir une stabilité dans le travail qui peut exister entre l'hôpital et nous, et la personne, bien évidemment. J'ai vécu dans des résidences universitaires, tout ça. Donc là, ça se passait pas mal. Après, j'ai vécu dans une chambre, en fait. Ça se passait pas très bien, parce qu'en fait, j'étais vraiment le désordre, ça allait pas trop bien. Mais là, j'étais pas soigné, en fait. C'était le début de ma pathologie, en fait. Et puis voilà, donc on sait jamais trop comment on peut réagir, quoi. Mais bon. Maintenant que je suis, on va dire, suivi et que j'ai un médicament, je veux dire, il n'y a pas de souci, normalement, quoi. Moi, j'ai connu 12 appartements, oui. J'ai connu vie seule, vie en couple. Et je vous dis honnêtement, j'ai jamais tant fait du social depuis que je suis ici. Pour moi, c'est un équilibre. J'étais dans un appartement, les voisins, vous savez, il y a des voisins, ils sont bonjour, bonsoir, c'est tout. J'ai connu là, pour moi, ça m'épanouit. Moi, j'ai eu 3 appartements à Firminy. Ça allait bien. Ah oui, je l'ai eu ça. Le premier, je ne l'ai pas gardé parce que mon mari était décédé dedans. Ça fait que les souvenirs, je n'ai pas pu y rester. Le deuxième,
que j'ai eu, c'était à Pont-Charnay, je pense que tu connais ça un peu sur Ménil, non? Alors je l'ai quitté, je l'ai trouvé un autre, et j'ai gardé un an, et ben 1 an, 2 ans, et j'ai eu des problèmes avec le propriétaire. Nous, enfin, vu du côté de la psychiatrie, le retour positif, c'est déjà qu'en 2 ans depuis 2 ans, on a eu quand même peu de réhospitalisation, même s'il y en a eu forcément, il y en a peut-être eu plus au début, ce qui est normal. On a quand même, la majorité des personnes, elles tiennent sur une structure qui est pourtant pas médicalisée. Effectivement, on a beaucoup de gens qui sont hospitalisés, qui ne devraient pas être hospitalisés. Le souci, c'est qu'il y a un défaut de structure adaptée sur l'extérieur parce qu'il y a la société qui fait que les gens... Peut-être que la folie fait peur, je ne sais pas, les problèmes d'ordre psychologique font peur, en tout cas. Non, mais côté logement, on n'a rien à dire. À ce niveau-là, c'est parfait. Je ne m'attendais pas à que ce soit comme ça. Mais c'est très bien. De temps en temps, j'ai vu mes enfants, mes petits-enfants, ils viennent me voir. Voilà, donc je fais des cuisines, c'est moi. J'ai la douche, il y a des WC, il y a des commandes armoires où je range mes affaires, mes vêtements. J'ai mon frigo. Avant j'avais un T1, un petit studio, donc maintenant j'ai un T2 en fait. Donc il y a plus de place, tout ça, pour recevoir des gens c'est mieux quoi en fait. Donc c'est bien agréable quoi. Et surtout en plus que moi j'habite en fait près du mur, près de l'autoroute en fait, et donc j'aimerais bien en fait à installer des plantes et tout ça quoi en fait. Je suis passé par un T1 et maintenant je suis en projet, ça se déménage demain, un T2. Le chien et moi apprécieront. Sinon c'est vrai, les petits T1, question de cuisine, on peut pas même manger tout seul, c'est trop petit. Surtout que j'avais une machine à laver personnelle, ça prenait déjà toute la place. Je ne peux pas me bouger. On oublie qu'on est dans une pension de famille. On est dans un immeuble normal avec d'autres locataires. Voilà. Et donc du coup, le regard de ces autres locataires est un regard attentif vis-à-vis de nos résidents, un regard conciliant. Si tu as un appartement, si tu n'as pas un bon voisin, tu es malheureux. Le voisinage est important, d'avoir des bons voisins, des rapports amicaux, quoi. Chacun est chez soi, mais... Voilà. Mais on se dit bonjour, au revoir, c'est tout. Ben, ils ne connaissent pas eux non plus, ils ne savent pas qui on est, d'où on sort, ils savent qu'on est des petits frères, mais sortis de là, bon, est-ce mieux? Je ne sais pas. On est parti du principe, si vous voulez, qu'on n'allait pas se replier sur nous-mêmes, c'est-à-dire reproduire le modèle de l'hôpital, mais au contraire s'ouvrir et permettre... Alors d'un côté, c'est plus difficile, parce qu'il y a des seuils de tolérance dans un quartier, mais comme on est dans un quartier populaire, vous savez, des fois, les personnes qu'on rencontre dans l'immeuble, ils sont bien différents de nous, des résidents qui sont ici. Donc ça permet de créer cette difficulté, c'est la tolérance effectivement de l'environnement. Par contre, la richesse, c'est que le poids, si vous voulez, de l'accompagnement des personnes ne repose pas uniquement sur notre structure. Je connais plein de voisins, on lie amitié, on discute et puis on se fait des amis. On a des vrais amis, en face, derrière, partout. Je prie quand même pour eux, vous allez voir. Ils ont mis des inscriptions, les résidents 4 rue Paul Signac sont cinglés. Ouais. Un truc comme ça. Ah, mais ça, c'est la provocation. Ah oui, ça c'est de... C'est pas parce qu'on sort de l'hôpital psychiatrique qu'on est fou, pas du tout. Et je pense qu'ils se considèrent vraiment comme des citoyens parce qu'il y avait eu un article dans la presse où on disait des résidents presque comme les autres ou quelque chose comme ça, et ils ont réagi pas contents. Des locataires pas comme les autres. Voilà, ça leur avait pas plu ça. Oui. Une ou deux boîtes aux lettres, on voit carrément les petits frères les pauvres. Donc ce serait peut-être enlever ça, je sais pas. Ça, c'est un peu ennuyeux. Voilà, c'est tout, c'est le problème. Parce que ça dépend du parcours qu'on a eu dans sa vie. Et bon, c'est une chute. Hein, c'est pas une gloriole de devenir pauvre. Alors donc, c'est une chute. Ça fait quelque chose. De dire aux copines, aux copains, à la famille, tiens, on est logé par des petits frères les pauvres.
C'est pas une question de richesse, c'est une question d'être comme tout le monde, quoi. C'est tout. Tu marches bien, tu dors bien, tu réveilles, tu prends ton douche. Moi, je crois que tu n'es pas pauvre. Je suis responsable de l'établissement de la pension de famille Anne-Marie Blaise. Voilà, et je suis chargé d'animer la maison, de coordonner l'ensemble des partenaires professionnels et bénévoles et de participer au maintien de la résidence. Donc la mission des hôtes à la résidence d'accueil consiste à s'occuper du lieu d'accueil, le lieu de vie où les résidents qui habitent dans cette barre d'immeuble peuvent venir à tout moment de la journée. On peut proposer des activités, comme le repas du jeudi aussi, ça fait partie des activités. Voilà, et sinon c'est surtout créer du lien, permettre un échange au quotidien. On a le travail de travailleur plus social, là, de lien avec les équipes de soins, parce qu'ici on n'est pas médicalisé. Ils sont là pour pouvoir, en fait, pour nous aider dans, on va dire, dans notre vie de tous les jours, nous aider s'il y a besoin, quoi, en fait. Et puis c'est vrai que parfois, on va dire, on ne sait pas forcément où est la frontière entre le simple hôte de maison et des amis, quoi, en fait, quoi. Bon, ce ne sont pas des amis, quoi, en fait, parce que voilà, quoi, ils sont leur boulot, quoi, en fait. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a cette dimension qui peut rentrer en jeu. Il y a certainement un peu d'affect, parce que ça, on ne contrôle pas, mais on ne l'entretient pas. Je veux dire, on ne cherche pas à entretenir l'affect. Il doit y avoir quand même une distance à un moment donné. Même moi, si je tutoie tous les résidents, en commun d'accord, mais je suis quand même vigilant à être proche, mais pas aller au-delà d'une certaine limite qui m'empêcherait de faire le travail convenablement, quoi. Ne pas copiner. Pas copiner. Est-ce que les autres, surtout au quotidien, le rapportent? C'est cette garantie-là, c'est ce besoin d'être rassuré, cette présence. Tout en étant, tout en vivant dans son appartement, tout en étant dans la vie de tous les jours, tout en étant dans la cité. Et aussi, il y a un appartement de fonction, donc la présence d'un professionnel sur les lieux. On est tous les deux avec Marlène sur le terrain, on va dire, donc tous les jours. On n'est pas là les week-ends, on n'est pas là les heures de repas, sauf exceptionnellement le jeudi. Et les soirs, on n'est pas là non plus. Le temps de présence est, je pense, quand même assez important dans la journée. Et parce qu'il est important et que les autres sont là très présents, justement, ça garantit une certaine sécurité. Sachant cette sécurité-là, la journée, je pense que c'est suffisant pour que les personnes ne soient pas en manque, ne soient pas angoissées et puissent attendre le lendemain matin. Il faut qu'ils aient du temps à eux, quoi. Il faut qu'ils sachent sur qui trouver à tel moment quand il y a un problème, que ce soit sur le plan santé ou sur le plan du quotidien. Mais après, voilà, il y a du temps libre, il y a du temps pour eux aussi, à eux. Et des fois, ils veulent s'enseigner un peu, ils osent même sur notre vie privée un peu, des fois. Un petit peu. Pas oui, trop, oui. c'est un petit peu. Ah oui, oui. Pour reconnaître. Alors moi aussi, des fois, je leur dis, bon, ben, est-ce que vous avez passé un bon week-end, Marlène ou Jean-Michel? Ils me disent oui, bon. Ils me disaient bon, ben, dis-moi aussi, voilà. Mais je pense en fait que s'ils font ça, en fait, c'est pour voir si on n'est pas en rupture, si on n'est pas seul, tout ça en fait. C'est plus, puis en plus parfois c'est pour nous bouger en fait, parce que parfois, moi je vois parfois les week-ends, il y a des week-ends en fait où je vois des gens, et des week-ends où je suis un peu seul en fait chez moi quoi en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils posent la question pour savoir si on bouge en fait quoi. C'est plus pour savoir si on est autonome, pour voir si on voit des gens, c'est plus dans cette optique-là je pense quoi, qui demandent ça quoi. Puis d'ailleurs moi je leur pose la même question, je me gêne pas leur dire vous avez passé un bon week-end, tout ça quoi. Donc la qualité, je veux dire, humaine, d'expérience des autres et de tous ceux qui interviennent ici d'ailleurs est fondamentale. Voilà. C'est une relation naturelle, mais tout en étant attentif, voilà. Toujours. En fait, c'est ça. C'est qu'on est attentif à l'autre. Et oui, et les choses se font naturellement. Dire tiens, je te trouve plus fatigué, ou tu as passé des bonnes vacances. Ou... C'est pour la vie privée. Ils posent des questions alors qu'ils ne sont pas psychiatres ni psychologues. Moi j'ai une psychologue, je vais la voir,
je lui parle de mes petits problèmes, et puis c'est tout, ça reste dans son bureau. La relation à tout ce qui est d'ordre de l'accompagnement, effectivement, à des moments ou à un autre, peut leur apparaître inadaptée, voire trop infantilisante. En tout cas, malheureusement, effectivement, on a des personnes qui ont besoin d'être protégées d'elles-mêmes. C'est à la fois rassurant, c'est à la fois agréable, c'est une présence, mais à la fois on se dit, bon, on est un peu dépendant un petit peu quelque part, en fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'est pas dans un appartement, on va dire, totalement autonome, c'est-à-dire où en fait on n'aura pas d'accueil, tout ça, quoi, en fait. On a tous une référente, quelque part. Bon, il y a le responsable Gilbert qui est en permanence avec nous. Puis on a des visites, il y a des stagiaires qui passent, etc., qui déjeunent avec nous. Oui, on voit des gens de l'extérieur. On travaille alors, soit au maintien des droits existants, soit on veille à ce que, selon les besoins qui peuvent émerger, qui sont nouveaux, qu'il y ait des ouvertures de droits nouvelles. C'est un maintien de lien de manière à travailler à des projets de vie pour la suite. Les autres les poussent vers l'extérieur. Moi, en tant qu'assistante sociale, je les pousse vers l'extérieur. Je ne suis pas leur assistante sociale référente. Ils ne viennent pas me voir comme ils vont voir leur assistante sociale de quartier pour que je m'occupe de tout leur quotidien, leur administratif. Je suis là pour leur donner un coup de main, effectivement, pour assurer un suivi, pour les orienter sur l'extérieur. On fait ça pour tout, pour leurs médecins, pour tout. Il y a un véritable accompagnement, si vous voulez, de ces personnes-là, je dirais, dans toutes les dimensions d'ailleurs de la personne, que ce soit effectivement dans des accompagnements très basiques, qui tournent autour de la question de l'hygiène, par exemple, autour de la question de la santé, autour de la question du budget. Et mine de rien, le regard des autres, il est important. Même s'il n'est pas forcément dans la justesse, il est là, il existe. Et peut-être que c'est cet effet miroir plus ou moins présent au quotidien qui va peut-être prévenir certains dérapages ou certaines dérives. Quand on est bien un peu seul, on n'a pas forcément de repères, en fait, des gens qui viennent vous voir. Quand tu as des gens qui viennent nous voir, justement, en fait, on se dit, bon, on va leur montrer un appartement qui est propre, en fait, quoi. C'est important, quoi, en fait, quoi. Donc voilà. Mais bon, après, ça devient un réflexe. Puis bon, c'est vrai que pour dans la vie de tous les jours, c'est bien plus agréable d'être dans un appartement propre que dans un appartement qui est pas en état, quoi. Voilà. En fait, donc, nos intervenantes, elles viennent dans chaque logement. En fait, elles n'interviennent pas sur la résidence, sur les parties communes. Ça, c'est autre chose. Elles interviennent dans le domicile, en fait, de la personne qui est aidée. Ça comprend l'entretien du logement, du linge, les courses, l'aide aux courses si c'est nécessaire. Donc, ça peut être la préparation des repas, les accompagnements à l'extérieur. Pour soit sortir ou sinon aller chez le médecin, à l'hôpital. Mon aide ménagère attitrée, elle prend le café. Mais là, en ce moment, elle est en maladie, là. C'est des remplaçantes. Je n'offre pas de café. Ah non, moi j'ai mes têtes, c'est tout. Oui, j'ai une aide ménagère. Elle fait très bien son travail. Mais alors, s'ils me la changent, ils me l'ont changé pour une journée, c'était pas du tout le même travail. La relation de confiance, je crois qu'on n'a pas parlé de confiance, mais c'est un truc qu'on construit vraiment avec du temps. Nous, on pose vraiment beaucoup de limites, surtout Gilbert. Je sais qu'il est très attentif à justement... la personne, elle vient pour travailler. Enfin, vraiment, c'est son métier. On n'est pas là pour... c'est pas leurs copines, leurs amis. C'est vraiment... Donc, elle fait son travail. Et d'ailleurs, le résident est censé aussi participer. C'est pas une femme de ménage, en fait. C'est une aide à domicile. Donc, le résident est censé aider, selon ses capacités. Ils n'ont pas tous Ils sont pas tous capables des mêmes choses, mais en tout cas, oui, ils travaillent ensemble, quoi. Mais qu'il y a un véritable besoin, parce qu'ils ont une autonomie, autant la travailler, la fructifier, on va dire, pour
augmenter cette autonomie. Alors qu'à l'hôpital, on se rend bien compte qu'ils sont pris en charge, c'est le rôle de l'hôpital, mais du coup, pour certaines personnes, c'est pas du tout leur place. Voilà. Voilà. Sachant que l'hôpital fait partie du parcours et qu'il peut y avoir des retours momentanés, et que la résidence est encore là, que leur logement est gardé, qu'ils savent qu'ils reviennent, et on n'amène pas du tout le retour à l'hôpital de manière négative. On accompagne des personnes qui ont eu des parcours d'errance, de rupture, avec un rapport au corps et à la santé qui n'est pas forcément le rapport habituel. Dans le sens où on peut être dans une situation, enfin ils peuvent être peut-être dans une situation de rupture avec eux-mêmes, de rupture avec le bien-être, de rupture avec la préservation de soi, la préservation du capital santé. Ça peut être une explication. Et quand on a cette rupture, eh ben, on ne renoue pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on est dans une pension de famille, parce qu'on est entouré de professionnels qui vous disent ce serait bien, il faut ceci, il faut cela. Non, ça va pas de soi. Il y a aussi une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la perception de la réalité qu'ont certains résidents du fait de leur pathologie. Et cette perception-là, malheureusement, est aussi altérée. C'est lié effectivement au passé de ces personnes, la rue, l'exclusion, l'alcool, enfin, un certain nombre de paramètres et des troubles psychiques importants pour la plupart. Si quelqu'un prend de l'alcool, par exemple, ben, on va intervenir, on ne va pas le laisser en prendre de plus en plus, se détruire et puis être ensuite effectivement obligé de quitter le groupe parce qu'il ne pourra plus vivre soit tout seul dans son appartement, soit effectivement dans le groupe. En fait, dans le contrat de la Convention, on ne l'a pas interdit, on l'a fortement déconseillé. Oui. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, on ne pouvait pas l'interdire. Si on interdit, c'est-à-dire qu'on met en face quelque chose de concret pour appliquer l'interdiction. C'est en cas de... Et bon, c'est tourné de la manière fortement déconseillée. On l'évoque assez souvent aussi. Enfin bon. La problématique alcool reste prégnante ici. C'est un souci. C'est quelque chose qui est lourd à gérer. Dans la mesure où ça se passe dans l'espace privatif, dans leur logement, on n'a pas à intervenir. Là où c'est que moi j'interviens, c'est effectivement quand il y a des débordements sur le collectif ou sur l'extérieur. Pour certains, l'alcool restera encore une fois leur compagnon. Hein. La seule chose, c'est qu'effectivement, ils ont intégré le fait qu'il fallait que ça soit gérable, ou en tout cas, il fallait qu'ils le gèrent de façon à ce que ça ne crée pas de problème pour leur santé et pour les autres. Donc, quand on arrive, on évalue la situation de la personne, et après, on décide si on la prend en charge ou pas, puisqu'on est 4 dans notre équipe. Et voilà. Et après, on peut évaluer les besoins du patient et mettre en place certaines choses aussi avec Gilbert pour une amélioration et de sa santé physique et de sa santé psychique. Et là, on sent qu'il y a un travail d'équipe et c'est très, très agréable. Et pour nous et aussi pour, je pense aussi pour les résidents, quoi. On a des fonctionnements chez nous, mais qui sont un peu en rupture avec l'hôpital, je dirais, et en rupture avec toute tout ce qui est chronique, si vous voulez, à la fois dans la pathologie, à la fois dans certains fonctionnements. Et chez nous, effectivement, ils sortent un petit peu de cela. Donc on n'est pas dans des rythmes chroniques de l'hôpital, c'est-à-dire avec le matin ceci, le soin, machin, truc, etc. Ici, le maître et la maîtresse de maison arrivent à réinterpeller, et j'espère assez vite, les équipes soignantes pour qu'il y ait une prise en charge autre s'il y a besoin, mais ça se fait assez vite. Je pense qu'il y a un lien qui, au fil du temps, s'est fait aussi avec les équipes soignantes. Ils ne nous connaissaient pas et on les appelait vous êtes qui, vous sortez d'où donc c'était pas évident pour nous et puis pour eux de toute façon. Donc il a fallu se faire connaître, on s'est un petit peu déplacé aussi dans les services pour se montrer, pour dire où on est là, voilà maintenant telle personne habite dans la résidence, donc on sera amené à travailler ensemble. On a quand même pas mal ramé par rapport à ça et maintenant c'est fait, on est bien contents. C'était aussi un challenge que d'essayer de mettre ce type de patients sortant de l'hôpital sur une structure beaucoup plus légère.
mais à condition effectivement que la psychiatrie soit derrière et puisse accompagner la structure, au moins pour que les patients se stabilisent et restent stabilisés, et en cas comment on va dire, de décompensation même minime, on puisse nous réagir soignants pour qu'on ne déstabilise pas toute la structure rapidement, parce que quand quelqu'un va mal, ça déstabilise d'autres résidents. On est à la fois dans du logement privatif, et puis on s'aperçoit qu'on fait intervenir de plus en plus de droits communs sur le plan médical, qu'on a des problématiques de santé auxquelles il faut absolument faire face. On s'aperçoit qu'on rencontre avec les professionnels qui interviennent, c'est surtout des lourdes problématiques de santé très très importantes, liées à un vieillissement précoce, liées à l'apparition de troubles neurologiques importants. Il y a vraiment une très très grosse coordination médicale à mettre en place. C'est vrai que chaque professionnel s'y prête, c'est pas évident. Justement, la question, c'est qu'on s'éloigne du logement privatif et on migre vers le logement, enfin, vers l'établissement social ou socio-médical, quoi. Quand on oriente ces personnes dans le cadre de l'urgence en milieu hospitalier, ça reste uniquement dans le cadre de l'urgence. Et très vite, elles nous sont restituées dans l'état et il faut trouver sur place des solutions, puisqu'on ne peut pas trouver d'établissement adapté, sinon spécialisé, sinon adapté pour ce type de public. Je pense que c'est important, au-delà de l'aspect autonome dans son appartement, il y a aussi cette approche de sociabilisation, une approche commune, développer des activités ensemble, trouver des thématiques d'échange qui permettent aussi de développer une vie collective qui est assez traditionnelle ailleurs. Et donc dans leur démarche, il faut aussi qu'ils tendent à ça, à pouvoir échanger entre eux, à pouvoir échanger avec d'autres personnes. On en a beaucoup qui échangent avec des personnes sur l'extérieur, hein, qui se recréent, j'allais dire, un espace de sociabilité normal, en fait. Et l'équipe est là aussi pour les soutenir dans ces démarches. Et ça, c'est des choses aussi qui portent leur intérêt au sein de la résidence. Alors, on fait plusieurs sorties, nous. L'été, dès qu'il fait beau, on va à Chamonix, passer la journée, où on fait plusieurs sorties. Nous parlerons peut-être des repas du jeudi, mais des animations qu'ils font. Les gens partent d'eux-mêmes, maintenant ils commencent à s'organiser des séjours d'eux-mêmes, on les aide, mais vous voyez, donc ils acquièrent une certaine autonomie qui, à mon avis, est quand même positive. Moi, je viens manger tous les jeudis, je donne 2 € le mardi et le jeudi, je mange. Voilà. J'aide à faire la cuisine quand je suis préparation, je fais les pluches, tout ça. Et puis après, on va chercher le pain, hein, Olivier, on va chercher le pain. Après, Dany, il a mis la table avec moi à midi, il m'a aidé. On a débarrassé après, voilà. On est à la cuisine, oui. Des fois je fais des vaisselles. Je mets des tables. Alors quand on met des tables, il faut mettre les tables, débarrasser les assiettes, et au fur et à mesure qu'on les change, et mettre les plats sur les tables. Et ensuite, bien débarrasser les tables à la fin, et nettoyer les tables. Parce qu'ici, on propose des activités, mais c'est vrai que c'est pas toutes les semaines, c'est un petit peu comme et on travaille aussi de la manière, bon, qu'est-ce qui vous plairait de faire? On peut proposer plein de choses, mais il y a des centres aussi qui proposent des choses et qui sont peut-être plus adaptés pour des activités construites. Ça peut être des courses, pas seulement les courses pour la nourriture, ça peut être... Qu'est-ce qu'on a fait? Recherche d'un jardin. Jardin, ouais, on va mettre ça en place. L'organisation des petits séjours. Mmh. Il y avait cinéma, il y avait la foire, piscine, voilà. Tout ce qu'on peut faire mais à n'importe quel moment de la semaine. Voilà. Je suis bénévole et je viens quand je peux. Il y a un site et on peut faire plusieurs activités comme aller au supermarché avec... Ça me fait plaisir de parler avec l'autre. J'aime ce que je fais et je viens ici parler avec elle. Je pense que c'est bien, connaître l'autre. C'est ça, c'est simplement ça. Elle parle de son passé, ce qu'elle a déjà fait.
ce qu'elle a envie de faire encore, tout ça. C'est l'histoire de chacun du quotidien. Ça m'intéresse. Il faut venir à l'intérieur, chez la personne, pour pouvoir aller vers l'extérieur. Voilà. Sinon, la personne elle-même, vers l'extérieur, ça ne marche pas beaucoup. Enfin, on constate que du fait qu'il y a un certain confort dans le logement, eh ben, c'est assez paradoxal, mais du coup, on n'a pas forcément envie de sortir. Finalement, on est bien chez soi, pourquoi on sortirait? Tout va bien, quoi. On n'a pas été habitué à vivre dans des espaces trop collectifs. Donc je trouve que le fait d'avoir un lieu où les gens peuvent venir, ben, ils savent, bon, il y a la lumière, ah ben, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, je vais venir. C'est bien, parce que ça leur permet effectivement d'avoir ce lieu de rencontre, hein, parce que ça, il faut les créer, ces lieux de rencontre, parce qu'effectivement, ils ont... Mais en même temps, ben, tout le monde ne couche pas dans le même endroit, chacun a sa propre petite vie. Moi, ce qui m'ennuie, hein, on parle toujours de soi, ce qui m'ennuie, moi, le plus, c'est certaines corvées. J'ai par exemple des poubelles. C'est une corvée qui m'ennuie énormément. Parce que ça me prend toute la semaine, le week-end. Voilà, c'est... Je sens une certaine, moi, hein, une certaine humiliation, un certain truc. Ouais, moi, ça me déplaît un peu parce que le samedi et le dimanche, pour aller sortir. Hein, et puis moi, le samedi et le dimanche, j'ai mon sport, hein, le football. On est bien content, par exemple, c'est une contrainte, entre guillemets, de venir déjeuner tous les midis. Ou à midi et demi, il faut être là. Admettons que je suis invité, moi, chez des amis, faut dire à Gilbert, Gilbert, je ne mangerai pas là parce que je suis invité chez des amis. Donc c'est évident que pour des personnes qui ont quand même un parcours de vie, qui ont une histoire, qui n'ont pas vécu depuis leur naissance jusqu'à maintenant dans du semi-collectif, parfois ça doit être pesant. Parfois ils doivent le sentir de manière peut-être infantilisante parce que ça peut un peu les déposséder d'une aspiration à la liberté totale, oui, bien sûr. Mais il y a quand même un surveillant, vous voyez, il y a un petit peu de notre liberté qu'on nous prend quelque part. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. J'aimerais bien avoir un studio, un appartement, c'est clair. Oui, bien sûr que on se sentirait plus, enfin, je me sentirais plus chez moi, ça c'est clair. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir à quel moment va prendre le pas de manière presque constante ce désir de s'affranchir de ce cadre, de s'affranchir de cet espace qui est rassurant. Il est possible cet après parce que justement, tout le temps où ils ont été ici, on a été rassurants, beaucoup non, mais pas enfermants non plus. On les a poussés vers l'extérieur. Il y a un moment où justement ça a peut-être été suffisamment cadrant, rassurant, mais pas enfermant, et où certains résidents se disent ben voilà, maintenant je me sens prêt, j'ai envie d'être complètement autonome, parce que je sens que j'en suis capable et je me sens prêt. Avec le temps, on peut effectivement avoir quelques indicateurs qui puissent nous dire voilà, ce serait peut-être une bonne solution pour cette personne à condition qu'elle en soit actrice de cette demande. Ah, moi, j'avais l'intention de le quitter il n'y a pas longtemps. J'ai fait une lettre à la centre sociale. Et puis je suis voir ma curatelle avec mon copain. Elle ne veut pas. Ça m'a contrarié. Je suis rentrée chez moi. Bon, j'ai invité Daniel à manger avec moi. Et puis j'ai trouvé caché le bonheur. J'ai dormi. Et voilà. La logique voudrait presque que après la pension de famille, la personne puisse accéder à un logement pérenne, à un logement de droit commun. Mais en fait, la logique de la construction d'une personne, de son parcours, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a effectivement des besoins qui surviennent et des difficultés, des freins qui font que la personne peut se maintenir à la pension de famille longtemps, voire jusqu'à la fin. Dernièrement, j'ai eu l'expérience d'un résident qui est venu me voir, qui commence à être atteint d'une pathologie lourde, et qui est venu me voir parce que son inquiétude, c'était est-ce que moi je vais pouvoir rester sur le logement chez moi? Je ne comprends pas bien ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, je veux rester là.
Si je fais le choix de mourir là, est-ce que je peux mourir là? Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Si tu le veux, c'est comme ça que ça sera. Face à une nouvelle vie sans les autres de maison, quoi. Comme disait en fait Dani, quoi. Enfin, je pense que je réagirais plutôt bien, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une légère appréhension, quoi, en fait. Parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer. C'est plus par rapport à ma maladie, en fait. Ouais, c'est plus par rapport à ma maladie, comment je vais réagir, en fait. Comment je vais réagir, comment ma maladie va évoluer. Parce que c'est vrai que c'est sécurisant aussi d'être avec qu'il y ait les autres de maison, tout ça, quoi, en fait. Donc voilà. Il faudrait qu'il y ait les relations sociales extérieures qui suivent, en fait, et puis avoir un travail, en fait. C'est vrai qu'un travail, ça permet de structurer ses journées, quoi, en fait. Donc je dirais volontiers oui dans ce cas, quoi. C'est pas forcément oui, parce qu'en fait, comme j'ai pas de travail, en fait, voilà, quoi. Et puis, au niveau relations sociales, c'est pas forcément stable. Donc voilà, quoi. Donc ça serait oui si relations sociales stables et si travail, voilà. C'est pas du jour au lendemain où on leur dira vous allez partir parce que c'est plus adapté. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on choisit ensemble et l'après il se construit au quotidien et jour après jour. Rien n'est brutal. Les personnes vivent ici et on a le temps de faire les choses et on le prend ce temps-là surtout. Et si on constate, si on a le plaisir de partager ce constat que les personnes n'ont peut-être plus besoin de nous, là on peut dire qu'on a accompli quelque chose d'énorme. Denko Masoka nini horonya ye Nimiko mimanya Okamu sinanya